Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vraies voix du mondial, on est ravis de vous retrouver et là je peux vous dire, que là il y a du lourd, il y a du très très lourd ce soir. On va parler football bien entendu, on va revenir sur notre ami Didier Deschamps, forcément. Est-il le plus grand entraîneur du monde? Ah oui, ça c'est une vraie question. On va poser la question à nos invités. Et puis le deuxième sujet, Philippe. Le deuxième sujet, oui. Dans quel domaine les Français sont-ils meilleurs que les Argentins? On espère que c'est dans tous les domaines. La défense, l'attaque, est-ce que c'est le gardien ou aucun des deux? En tout cas meilleur que nos amis. Je dis nos amis, hein, peut-être que... Mais parce qu'on les supporte et que c'est nos amis, on est tous amis des Bleus. D'accord. Non, mais je parlais pas des Bleus, je parlais d'équipe. Bref, en tout cas, on va en parler avec nos spécialistes. Dominique Battenet est avec nous. Alors là, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un international français. Vous avez disputé la Coupe du Monde de 1978. Bonsoir. En Argentine et joué contre l'Argentine d'ailleurs. Oui. Ah, c'est ça. Formidable. Eh ben, on est ravis. Vous êtes content d'être là? Oui, très content. Faut le montrer. Oui, on est trop content. Et Bernard Gengini, le retour is back. Bonsoir Bernard. Bonsoir, on se quitte plus? Non, bonsoir, devenu fidèle. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir toute l'équipe. On en profite. Et un gros bisou à Dominique. Salut aussi. Bernard. Voilà. Entre gauchers, voilà, c'est bien de se retrouver. Et vous, vous avez disputé la Coupe du Monde en 82 et 86. Et puis deux autres invités, Philippe. Un président de club professionnel, Pierre Ferracci, président du Paris Football Club, qui vise la montée en Ligue 1, on peut le dire. Bonsoir Pierre Ferracci. Bonsoir. Il y a du beau monde, hein, là, des joueurs que vous auriez aimé recruter il y a quelques années. Je pensais devant ma télévision quand Dominique Battenet avait fracassé la barre. Oui, 12 mai 76, là, c'est les barres de Glasgow. Il y a quelques années, hein, quand même. Hein. Oui, et avec nous, Patrick Coquelem, auteur, interprète et fan de foot. Je montre, ils viennent de sortir un disque. On va en écouter un extrait. La légende des Verts, parce qu'on a deux anciens Verts avec nous. On a Dominique Battenet et Bernard Gengini. Nos adversaires n'ont pas le choix. Ce sont les Verts qui font la loi. Quand la reine de Geoffroy qui charre, pour nous ce soir, c'est la victoire. C'est une légende, c'est un enfer. Allez samedi, ton cœur est vert. Je suis sûr que comme le Paris Football Club joue contre Saint-Etienne cette année, Pierre Ferracci veut lancer un disque. Peut-être, oui. Non, je crois que c'est Philippe Bilger qui voulait chanter. Je pourrais vous le faire. Pas de problème. Et qui a fait la musique? La musique, c'est Julien Frobert. Elle est très bonne. Hein. Elle est bien. Très belle. Elle est bien. Donc voilà, il y a du lourd ce soir avec notre premier débat. Deschamps est-il le meilleur coach du monde? Et que disent-ils sur nos réseaux sociaux? Eh bien, ils disent oui à 67%. Tiens, on va commencer avec les anciens joueurs. Allez. Dominique Battenet, Bernard Gengini, vous avez été sous les ordres plutôt que fréquenté deux des plus grands coachs de l'histoire du football français, Robert Herbin en club, Michel Hidalgo en équipe nationale. Qu'est-ce que vous verriez comme rapport entre Deschamps d'un côté et Herbin Hidalgo de l'autre? Dominique Battenet. Déjà, c'est entraîneur ou sélectionneur? Oui. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Alors, s'il gagne la Coupe du Monde, ça sera le plus grand sélectionneur. Ouais. Et alors, je vous coupe, ce serait le seul à gagner 2 Coupes du Monde après Vittorio Pozzo en 34 et 38. Absolument. On n'était pas nés. Donc, on le savait, pourquoi le dire? Non, mais je pense que voilà, c'est le débat entre sélectionneur et entraîneur. Entraîneur, c'est un autre métier. Sélectionneur, c'est quelque chose d'importantissime, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc, Didier Deschamps est certainement le meilleur sélectionneur, parmi les meilleurs sélectionneurs au monde. Bernard Gengini. S'il gagne la Coupe du Monde, oui, je dirais que c'est le meilleur. Parce que, comme vous venez de dire, ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de toute la Coupe du Monde. Et puis, à chaque compétition, il montre vraiment ses grandes capacités de management. C'est quelqu'un qui se trompe rarement dans ses choix. Voilà, son expérience est de plus en plus grande. Il sent le jeu. Il sent le déroulement d'un match aussi. Voilà, il analyse très, très vite la situation et il prend les décisions en conséquence. Donc oui, pour moi, oui, s'il la gagne, même s'il la gagne pas, il fait partie des tout meilleurs sélectionneurs, oui. Pierre Ferracci,
entraîneur, sélectionneur, Dominique Battenet a fait le distinguo. En tant qu'entraîneur, il a amené l'OM au titre. Oui. Monaco en finale de Ligue des Champions en 2004. Le titre de l'OM, c'est en 2010 de mémoire. Et il amène la France une fois en victoire et une fois en finale de Coupe du Monde. Pour l'instant. Pour l'instant. On espère plus si affinité. Peut-être 2 fois dimanche. De toute façon, quand on est sélectionneur, on entraîne une équipe pendant un laps de temps très court. Mais on entraîne quand même l'équipe. Non, quand on arrive en finale déjà, et à plus forte raison si on la gagne avec l'absence de Benzema, de Pogba, de Kanté, d'Hernandez qui a été blessé dès le premier match, ça veut dire qu'on est très fort. Donc il sera sans doute considéré comme le meilleur si on gagne s'il gagne la 2e Coupe du Monde et la 3e pour la France dimanche. Et comme entraîneur, il était aussi très bon. Après, dans les 5-6 meilleurs, disons, mais sélectionneur, il sera considéré comme le meilleur avec 2 Coupes du Monde. Avec l'Italien d'avant-guerre, même si c'est très loin et si on n'était pas né, comme l'a dit Dominique. Non, Philippe Bilger. Comme je suis ignorant et que je ne suis entouré que de personnes compétentes, je rejoins, si la France gagne la Coupe du Monde, évidemment, on aura tendance à dire que Deschamps est le meilleur, et sélectionneur et entraîneur. Mais en tant que profane, si on regarde dans le passé, je trouve que quelqu'un comme Guardiola est bien meilleur parce qu'il offre de beaux matchs et en même temps des matchs efficaces. On peut tout dire de Deschamps, mais on va me rentrer, j'allais dire, familièrement dans les plumes en disant que l'équipe de France gagne, mais c'est pas du beau jeu. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Le beau jeu est très subjectif. Qu'est-ce qu'on compte? C'est la victoire ou la défaite? Après, le beau jeu, c'est quoi? Chacun a son idée sur ce qu'on peut mettre dedans. Guardiola, oui, mais il gagne pas tout le temps non plus. Deschamps, il a réussi à faire un groupe et une équipe de France solidaire, combative, et il prend les joueurs, les meilleurs joueurs, et peut-être pas les meilleurs joueurs, mais les joueurs qui vont bien ensemble. Voilà, après, on peut toujours discuter du beau jeu, du mauvais jeu. L'important, c'est d'être victorieux dimanche. Avant de redonner la parole à Bernard Genguigny, on n'a pas entendu Patrick Coquelem, le supporter. C'est quoi le beau jeu? Vous préférez, une équipe qui joue fabuleusement bien et qui perd, ou une équipe qui joue moins bien mais qui gagne? Après, personnellement, le dernier match contre le Maroc, je pense pas que l'Argentine, ils ont dû faire des cauchemars. Mais ils en sont peut-être dimanche soir. Ouais. J'espère, mais c'est ce que dit Dominique. C'est une équipe qui fédère. Moi, je trouve que le jeu peut être meilleur. Voilà. Après, je suis pas footballeur professionnel et j'ai un avis. Bernard Genguigny, il faut du charisme et du pouvoir quand même dans le vestiaire pour imposer aux joueurs qui ont très envie de jouer cette finale et qui sont un petit peu malades, et c'est lui qui décide de les laisser sur le banc. C'est lui qui va décider, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser embarquer par des joueurs qui pourraient dire non, moi je me sens bien, je veux monter sur le terrain. C'est lui qui décide. Oui, c'est lui qui décide, et puis il l'a montré lors du match contre le Maroc, effectivement, où Upamecano était incertain, Rabiot était incertain, donc je pense qu'il a dû prendre tous les renseignements nécessaires auprès de son staff médical d'abord, et c'est vrai, c'est ce qu'on venait de dire, un joueur, il a toujours envie de jouer un tel match, une demi-finale ou une finale. Si vous lui posez la question, le joueur, il va dire oui, moi ça va aller, sauf que quand le joueur n'est pas à 100%, ça peut poser problème, et là, effectivement, voilà, il a pris tous les renseignements et puis il a pris la décision de ne pas les annuler parce qu'il les sentait pas à 100%. Contrairement peut-être à Regragui, l'entraîneur du Maroc, qui lui a fait jouer 1 ou 2 joueurs qui étaient limites, justement parce que les joueurs ont dû dire oui coach, ça va passer. Et lui, il a fait confiance à ces joueurs-là puisqu'il l'a emmené jusqu'en demi-finale. Malheureusement, au bout de 15 minutes, il a déjà dû changer un joueur. Et malheureusement pour eux, ils avaient déjà pris un but. Donc je crois que la force de Deschamps, elle est là. Il voit, il est à l'affût du moindre détail et il prend les décisions en conséquence. Et souvent, et presque tout le temps, les bonnes. Pierre Ferracci, quand on est président de club ou président de fédé pour un sélectionneur, on recrute avant quoi? Avant tout quoi, pardon, un meneur d'hommes, un tacticien, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de trouver quelqu'un qui est efficace et qui a des résultats. Deschamps a une culture italienne. Il a joué à la Juve, il a entraîné aussi la Juve, d'ailleurs, quand elle est tombée en série B. Donc, pendant très longtemps, on admirait le football italien qui était très efficace, pas toujours très beau à voir jouer, il faut dire ce qui est. Non. Encore que le Milan de Sacchi, ça jouait très bien aussi et ça gagnait la Ligue des Champions. Mais le même Milan d'Ancelotti, c'était un peu plus réaliste et un peu moins fun, quoi.
Donc moi je pense que les supporters ils aiment les équipes qui gagnent et ils oublient assez vite le fait que c'est pas forcément un jeu aussi délié que celui de Guardiola. Donc Deschamps c'est un peu ça, mais c'est vrai que sa véritable qualité c'est de fédérer des joueurs et de jouer le collectif avant de jouer l'individuel. C'est vrai que il a un groupe, il fait jouer tout le monde. Quand il y a des joueurs blessés, il prend pas le risque de les faire jouer ou diminuer d'ailleurs. Hein. Il a un groupe extraordinaire. Alors quand on parle des sélectionneurs et des entraîneurs, il faut jamais oublier que le résultat dépend aussi de l'effectif qu'ils ont en main. Et on a des générations aujourd'hui assez exceptionnelles qui permettent aussi aux sélectionneurs de briller. Philippe Bilger. À votre avis, là encore, profane, il y a des grands joueurs qui n'ont pas été de grands entraîneurs. Et qu'est-ce qui fait alors la différence lorsqu'un grand joueur devient un entraîneur? Qu'est-ce qui fait que ce grand joueur réussit? Qu'est-ce qu'il aide plus que les autres, manque? Alors là, c'est une grande question. Ouais. Sujet de philo, vous avez 4 heures. Oui. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas cette sensibilité. Il croit que les joueurs vont comprendre ce que lui a compris rapidement, alors qu'il faut souvent expliquer longtemps. La pédagogie. Oui, donc il pense que tout le monde va jouer comme il a envie, et qu'ils ont vite compris. Et c'est peut-être pas le cas. Donc c'est vrai, on prend Mourinho, qui n'a pas été un grand joueur. Je pensais à Platini, même. Oui, Platini, bon, il n'a pas été entraîneur, il était sélectionneur. Il était sélectionneur, donc voilà. Il a eu des résultats avant la championne d'Europe en 92. On se qualifie en gagnant tous les matchs. Tous les matchs. Voilà, mais c'est une grande question. Est-ce qu'un grand joueur devient un grand entraîneur? Je ne sais pas. Il y a Zidane et il entraînait. C'est un grand entraîneur. Il a gagné 3 fois la Ligue des Champions, ou 4 fois, je ne sais pas. Mais il a entraîné que le Real. C'est plus difficile d'entraîner le PFC que le Real de Madrid. C'est pas la même philosophie. Pas tout à fait le même effectif. On peut demander à Bernard. Bernard, quand on est joueur et qu'on passe forcément entraîneur, il faut des facultés différentes. C'est un autre métier en fait ou pas? Ou c'est le prolongement du métier? Et puis là aussi, il faut de l'expérience. L'ancien joueur ou le grand joueur, et forcément au départ, il a beaucoup de crédit vis-à-vis de son groupe, de ses joueurs. Mais après, il faut des résultats, il faut gagner, quoi. Voilà, le crédit ne dure pas éternellement. Et puis après, il faut être un meneur d'hommes. Voilà, il faut savoir passer les messages et montrer, voilà, qu'on a basculé de l'autre côté et qu'on peut entraîner derrière soi un groupe de joueurs vers un objectif bien précis. Et par rapport aux joueurs, parce que lui, il est bichonne, hein, on sent, il y a toujours un geste, il y a toujours quelque chose. On sent quand même que, même si ce sont des têtes d'affiche des stars du football, on sent qu'il y a un côté protection de l'équipe. Il est très très paternel avec ses joueurs, Didier Deschamps. Et j'ai pas l'impression qu'on voit ça aussi, à part quand ils sortent du terrain, mais j'ai l'impression que lui, il est très tactile. Bernard, pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, Moi, j'ai l'impression d'être à table avec le Bernard. Je l'ai entendu l'autre jour aussi. Il s'adapte à la génération. Je pense qu'aujourd'hui, il n'agit pas de la même manière peut-être qu'il y a 4 ans. Je l'ai entendu dire il n'y a pas longtemps qu'il prend beaucoup de renseignements auprès de son fils, qui a l'âge des joueurs qu'il dirige aujourd'hui. Donc voilà, il s'adapte. Mais je pense que aussi, quand il doit leur dire quelque chose entre 4 yeux, il n'hésite pas. Voilà, dans son bureau ou dans un vestiaire, voilà, il a toujours de bonnes analyses, de bonnes réflexions. Tactiquement, franchement, il est très très fort. Il sait s'adapter aux situations. On a vu encore lors du dernier match contre le Maroc, son changement en fin de match, il est décisif, quoi. Le fait de faire basculer Mbappé dans l'axe et de faire rentrer tout d'abord Thuram sur le côté gauche pour venir aider Hernandez qui commençait un petit peu à peiner sur son côté. Voilà, un bon choix. Et puis je parle même pas du deuxième après, puisque peu de temps après l'entrée de Colomboigny, voilà, même pas une minute après, mais le deuxième but. Donc voilà, c'est du clair. Alors on dit souvent qu'il a de la chance, mais il n'y a pas que ça, quoi. Franchement, il n'y a pas que ça. C'est vraiment un très grand manager. Eh ben, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. On fait une petite pause. Vous pouvez chanter, allez-y. On peut chanter, tu as voulu chanter, Patrick? Allez. Non, allez écouter. Non, on fera chanter. Bon. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, c'est les vraies voix du mondial, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus.
C'est bien de faire la dernière des vraies voix du mondial avec deux légendes, avec Dominique Battenet et avec Bernard Genghini. Ça fait plaisir quand même. Moi, je propose que vous partiez en week-end avec moi. Tous les trois, on parle tous les trois et on parle. Et les autres, ils font quoi Ils font zéro, ils font insignifiants. Vous avez disputé une Coupe du Monde? Non. Désolé Pierre Ferracci, vous n'avez pas discuté. Je ne revendique pas le statut de légende non plus. Trop jeune. Excusez-moi. Didier Deschamps est-il le plus grand sélectionneur du monde? Eh bien, vous êtes toujours 68% à dire oui sur Twitter. Pour revenir, pour vous, le must du coach, alors du sélectionneur, de l'entraîneur, comme il y a quand même un distinguo, ce serait qui? Ce serait plutôt Deschamps, ce serait plutôt Hidalgo, ce serait plutôt qui, tiens? Pierre Ferracci. Ancelotti pour moi. Ancelotti. Bah oui, d'abord il a gagné 4 Ligues des Champions, je crois, et puis dans des clubs différents. Oui. Et puis moi j'ai bien aimé, j'ai lu l'ouvrage qu'il a fait. Et il a dit une chose très juste, c'est qu'un entraîneur doit aussi gérer ceux qui ne jouent pas. Oui. Et surtout parce que quand il rentre, ne serait-ce qu'un quart d'heure, il faut qu'il soit au top. Et quand il ne joue pas, Dominique Battenet et Bernard Genghini doivent le savoir, le moral n'est pas toujours au beau fixe. Et il disait qu'un entraîneur doit aussi s'occuper de ceux qui ne jouent pas. Et puis moi, j'aimais bien sa façon de... il a de la classe à l'italienne. C'est pour ça que je disais Didier Deschamps a tiré parti un petit peu de son passage en Italie. J'en profite pour dire que entraîneur et joueur, c'est deux métiers différents. C'est clair. Un ingénieur ou un informaticien peut faire un très bon PDG ou un très mauvais PDG. Donc un très bon joueur, comme le disait Dominique, il peut ne pas avoir le sens du collectif, de la pédagogie. Fédérer des joueurs, c'est pas facile. Hein. Cruyff et Guardiola le faisaient. Et puis de super joueurs étaient incapables. Je pense qu'Ibrahimovic sera jamais un entraîneur. Non, mais avec un ego tel que le sien, et c'est un super joueur. Et il dit des choses très très passionnantes et très intelligentes par ailleurs. Mais après, puis c'est un métier de patience, hein, quand même. Oui, de patience et puis de savoir un peu mettre de temps en temps son mouchoir dans la poche. Et puis il y a de la pression de partout, des dirigeants, des supporters, de la presse. C'est compliqué parce que c'est l'entraîneur qui fédère un petit peu tout ce qui va pas. Mais Pierre Ferracci disait Ancelotti, le top du coach, entraîneur, sélectionneur. Ce serait quoi pour vous, Dominique Battenet, le top? Cruyff, je sais pas moi, Télé Santana, ce que vous voulez. Hein. Avec Cruyff, oui, on peut. C'est pas mal. Ouais. Oui, il y avait l'entraîneur de l'Espagne aussi, j'oublie son nom. Lequel? Del Bosque? Del Bosque. Ah oui, 2008, 2010 et 2012. Non, il arrête en 2010, je crois. Une très belle philosophie, comme Ancelotti, comme Guardiola, comme Michel Hidalgo à l'époque, comme maintenant Didier Deschamps. Des philosophies un peu différentes, mais qui marchent. Donc l'important, c'est que ça marche. Patrick Coquelem, là, pour celui qui n'est pas ancien joueur ou dirigeant de club, le must de l'entraîneur ou du sélectionneur, c'est quoi? Après, moi, je parle nostalgie quand j'étais petit, Michel Hidalgo. Oui. Parce que ça m'a marqué les années 80, 82, 84, 86. Voilà. Après, c'est vrai que Deschamps aujourd'hui. Oui, c'est un peu la Rolls. Ça bombarde. Hein. Bernard Genghini, c'est qui la Rolls pour vous du coach ou de l'entraîneur ou du sélectionneur? Oui, tous les noms que vous venez de citer, effectivement, ont été des grands sélectionneurs ou entraîneurs. Bien sûr, Ancelotti, j'adore aussi. Cruyff, bien sûr, déjà parce que c'était mon idole de jeunesse en tant que joueur. Et ensuite, quand il est passé entraîneur à Barcelone, il a continué à développer du beau jeu avec des ailiers très écartés, avec un football bien construit, bien léché. Et puis oui, on peut pas s'empêcher de penser à Michel Hidalgo, qui était peut-être pas le plus grand des tacticiens, mais comme le disait le président tout à l'heure, c'est quelqu'un qui savait nous toucher, qui savait fédérer autour de lui, qui savait parler aux joueurs, Donc tous ces hommes-là, méritent de figurer dans le grand cahier des grands entraîneurs mondiaux. Avis féminin, Cécile, pour vous le must de l'entraîneur, du coach, du sélectionneur, on mélange tout. Hein. Moi, j'ai toujours adoré José Mourinho, mais après, je trouve que... The Special One. Oui, mais en plus, je trouve qu'il a tout. Il a des très beaux costumes. Bien serré. Non, mais il est très élégant. Il a quand même à son actif pas mal de palmarès assez énormes. Et puis, je trouve qu'il y a un truc chez lui. Je trouve qu'il y a une espèce d'élégance naturel, il y a un charisme, je l'aime bien, José Mourinho.
Ouais, Philippe Bilger, Vous vous le trouvez pas must. qu'il manque un peu de cordialité? Non, c'est mais pas le jeu de c'est Guardiola ce que non c'est ce que j'aime, c'est ce petit côté, Le petit côté un peu. petit côté méprisant, tête à claque. Il oui. me fait, enfin voilà, et j'aime bien. Après, il a quand même un actif. Oui, Voilà, si on regarde son CV, il ne peut pas rougir en tout cas. J'aurais aimé demander, pardon, toujours une question à Bernard et à Dominique. Moi, je suis frappé quand je vois, peut-être comme je suis pétri d'infiniment de défauts, est-ce que dans C'est beau, les le grandes équipes, il n'y a jamais de jalousie? Je suis frappé, je me dis par exemple, je suis joueur de l'équipe de France, je vois les éloges, les hyperboles justifiés sur un Mbappé, je suis un joueur qui compte tout de même dans cette équipe, je trouve admirable qu'en apparence au moins, il n'y ait pas de jalousie et que ce soit la victoire qui compte. Dominique et Bernard, vous me comprenez ou j'ai trop mauvais esprit? Non, je vous comprends. Je vous comprends. Je pense qu'il y a des joueurs dont on parle moins, qui disent bon, ben nous aussi on joue, quoi. Je veux dire, on est là. Alors c'est vrai que la presse, ils prennent 2-3 joueurs pour les encenser parce que c'est ce qui fait vendre. Hein. Je veux dire, faut pas non plus. Donc, je pense qu'on peut se sentir un petit peu oublié de temps en temps, dire attendez, moi, Hernandez, bon, il est là. Fofana, il a fait un bon match. Voilà. Et j'ai Pavard, malheureusement, lui, c'est chaque fois qu'il y avait un but, c'était de sa faute, même si ça arrivait de l'autre côté. Donc voilà, il y a des. C'est dommage, mais de temps en temps, on peut se sentir un petit peu oublié. Ouais. Bernard, il y a de la jalousie dans les équipes, comme ça, comme le disait Philippe Bilger? Non, pas de la jalousie, mais peut-être à certains moments, un petit peu de déception parce qu'on, voilà, il y a toujours les têtes marquantes un petit peu dans chaque équipe, dans chaque sélection. On parle beaucoup d'eux, ils ont les responsabilités sur eux. Mais Bernard, pardon de vous couper, mais sous Domenech, il y avait plus d'ego en fait. On sentait que les joueurs, là, on a l'impression que les égos sont plutôt aplatis. Et sous Domenech, j'ai l'impression qu'il y avait des têtes qui sortaient quand même. Ouais, peut-être ça vient justement de la personne qui est en place. Je pense que l'idée des Deschamps aussi dans son fonctionnement dès le départ, il a mis des règles bien précises en place et le joueur qui sort de ce cadre-là, il n'hésite pas à le sanctionner. Je pense un petit peu au cas Pavard que vient de citer Dominique. Voilà, j'ai lu qu'il n'avait pas respecté 2-3 fois les consignes de Didier Deschamps. La sanction, elle est tombée tout de suite derrière. Alors peut-être trop fortement, mais voilà, c'est lui le patron, c'est lui le chef, et voilà, on doit aller dans la direction qu'il montre et c'est tout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus d'ego à un moment donné aussi en équipe de France au niveau des joueurs, mais là ils savent très bien qu'ils ont un coach qui veut les emmener jusqu'à la victoire et c'est ce qui compte. Plus que tout. Absolument. Merci en tout cas Bernard Dizigny d'avoir été avec nous parce que je sais que vous êtes attendu. Donc merci à vous. On vous souhaite une belle on va venir à la fête à la saucisse du Haut-Rhin. On en a parlé hier soir, on est partant. Vous revenez après la finale. Oui, voilà. Merci en tout cas. J'emmènerai des saucisses, des knackis, comme on dit ici dans le coin, des knackis. Ah bah pas des saucisses, j'en ai déjà une à côté de moi, donc vous inquiétez pas. C'est Philippe Bilger dont vous parlez. Allez, on vous embrasse. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Les vraies voix du mondial avec nos invités. Oui, une des légendes des Verts de légende d'ailleurs. Un super disque, la légende des Verts. Une légende ne meurt jamais. On réécoutera un extrait pour conclure l'émission. Et c'est vraiment les Verts, pour les gens de notre génération, c'était quelque chose de mythique. Les mercredis soirs à attendre la Coupe d'Europe des clubs champions et les épopées fabuleuses de 75, 76 et 77. On est avec nous Pierre Ferracci, président du Paris Football Club. Vous avez pratiquement 1% des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde ont été formés au Paris FC. Il y en a 7 effectivement qui sont passés par chez nous, 5 très lourdement, 2 un peu moins avec un club amateur d'ailleurs de la région parisienne qui les a formés
formés avant nous. Mais 7 sur à peu près 800, ça fait effectivement près de 1%, c'est pas mal. C'est quand même drôlement bien. Patrick Coquelem, auteur de cette excellente chanson, chanteur de cette excellente chanson, auteur et interprète, fan de foot également. Avec Julien Frobert. Avec Julien Frobert et Philippe Bilger, qui est un peu le José Mourinho des vraies voix. J'en fais beaucoup plus que lui. Notre second débat, pour vous, dans quel domaine la France est-elle meilleure que l'Argentine? Vous êtes 36% à dire l'attaque, 13 la défense, 13 le gardien et 38 aucun. Dominique Battenet, l'expert, pour vous, la France, les points forts des Français par rapport aux Argentins, c'est quoi? Je pense que la défense est bonne, voilà. La défense française? Oui, la défense française est bonne, avec soit Konaté, avec Varane, Lloris dans les buts qui rassure. Bon, c'est vrai qu'on parle toujours de l'attaque, c'est sûr, avec Mbappé, Giroud, bien sûr qu'on a une bonne attaque, les Argentins aussi, donc avec Messi qui peut être exceptionnel. Je crois que ça va être un match très compliqué pour les deux équipes. Parce que les Argentins ont eu très peur au début. Oui, contre l'Arabie Saoudite. Très peur. Et ça les a fédérés aussi. Et ils ont une équipe assez solide. Donc, ça va peut-être être un match un peu fermé. Pierre Ferracci. Je suis un peu comme Dominique. D'abord, je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le dit. Alors, il y a l'engouement. Là, tout le monde voit la France gagner. Moi, je la vois aussi, mais je suis un peu plus nuancé. L'Argentine, on a l'impression qu'il y a 10 soldats au service de l'Argentine et de Messi. Et ça donne quand même une impression de solidarité, alors qui est également chez nous, hein. Mais moi je pense qu'ils sont... Et puis il y a quelques individualités qui sont très fortes, hein. Alvarez devant, oui. Dybala qui joue, alors qu'on pensait qu'il ne jouerait pas, et oui. Je pense qu'il peut être très très bon. Puis Messi reste pour moi le meilleur joueur de la planète. Et surtout, il est remonté à un niveau qui était le sien il y a quelques années, qui n'était pas le sien l'an dernier au PSG. C'est clair. Enfin, le but qu'il amène, là, qu'il fait marquer, le troisième. C'est le Messi génial qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Et c'est sa dernière Coupe du Monde. Et on a l'impression qu'il y a tout un pays derrière lui et surtout toute une équipe derrière lui. Vous le passez au-dessus de Maradona? Bon, après Pelé, Maradona, Messi. Oui, vous avez 2 heures. Moi, oui, je pense qu'il était... Mais enfin, Maradona, c'est un génie aussi, et Pelé était un génie. Mais Messi, je sais pas, il a un sens du collectif. On en parlait tout à l'heure, mais ça reste un jeu collectif. Et moi, j'ai toujours l'impression que ce joueur avait autant de plaisir à faire marquer qu'à marquer. J'ai pas toujours retrouvé ça chez Maradona ou chez Ronaldo, pour prendre de super joueurs aussi. Donc, pour moi, c'est le meilleur aussi dans son dévouement vis-à-vis du collectif et puis avec ses qualités individuelles. Dominique. Suite du sujet de philo. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire des comparaisons par rapport aux époques. Oui, bon, c'est vrai que Pelé, moi, quand on regarde les images Pelé, on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, un jeu de Maradona, Cruyff, Platini, et Zidane, même Di Stefano. Vous êtes trop jeune. Di Stefano, bien sûr, Puskás. On peut des très grands joueurs. 3 Argentins, Di Stefano, Messi, Maradona. Oui. C'est compliqué. Mais Messi Messi qui a joué au beach volley avec Maradona. Ah oui? Non, pas au tennis-ballon. Et il était bon, tennis-ballon? Tennis-ballon, dans un garage, avec comme filet deux... Ah, vous connaissez pas cette anecdote? 2 manches à balai. Oui, bien sûr, c'est génial. Et c'est qui a gagné? Un partout. Oh bah c'est bien. Légende des Verts. C'est légende des Verts. Moi, je jouais 2 contre 2, pas contre, mais c'était bien. Avec Michel Rouquette, qui était mon partenaire. Patrick Coquelem, vous le sentez comment ce match? Le point fort des Bleus, le principal point fort, c'est l'attaque? Moi, je suis très chauvin, donc bien évidemment, je vais vous dire les Bleus, mais on a des points forts comme Mbappé, Giroud, Lloris, ce qu'il disait, donc la défense, mais bon, on a une attaque de... Après, je verrai effectivement Messi... Moi, j'ai l'impression on a 2 génies. Messi, c'est un génie finissant, même si on aimerait bien, si on prétendait jouer au foot, être comme lui. Et un génie commençant, Mbappé. Mais je dirais que le reste de l'équipe de France me paraît meilleur que le reste de l'équipe d'Argentine, mais je le dis avec beaucoup de modestie. Hein. Plus solidaire. Oui, c'est ce que j'en vois de... Ouais, moi je pense que la somme des individualités est peut-être meilleure chez nous qu'en Argentine,
plus solidaires, je nuancerais. Moi, je les ai trouvés très soudés. Et encore une fois, on voit bien qu'ils jouent pour Messi, dont c'est la dernière Coupe du Monde. Puis il y a un engouement en Argentine. Ce sont des pays de foot aussi. Nous, on est un pays de foot quand on va gagner. Bon, c'est bien d'ailleurs. Et je pense qu'on le sera dimanche soir si on gagne. Bon, on n'est pas l'Argentine ou le Brésil, quoi. Et ça peut aussi galvaniser toute une équipe. C'est une équipe très solidaire. Voilà, très solidaire. Et on les connaît moins, les joueurs argentins. Oui. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que bon, on parle toujours des Français. Les joueurs argentins, vous allez me citer... Quel nom vous allez me citer? Messi, évidemment. Messi, Otamendi, très bon en défense centrale. Dybala, évidemment. Alvarez, qui a montré qu'il était très bon. Mais il y avait plus de stars il y a 4 ans en Argentine. Là, il y en a moins, mais c'est plus solidaire. Je suis d'accord avec Dominique. Je pense. Mais vous qui avez joué, Dominique, la Coupe du Monde en Argentine, c'était la première fois que la France faisait une Coupe du Monde depuis 1966, 12 ans d'absence. C'est un pays qui vit au rythme du football. Là, il organisait la Coupe du Monde, c'était la dictature avec tous les mauvais aspects à côté. Comment ça se passait à l'époque, cette Coupe du Monde, quand on était joueur français, qu'on arrivait là-bas? Vous avez joué ce match mythique du 6 juin 78 où on perd 2-1 avec un arbitrage très controversé. C'est comment une ambiance au Monumental de River Plate? C'était assez exceptionnel, surtout pour nous, Français, Européens même, on ne connaît pas cette ambiance-là sud-américaine c'est très chaud. Il y a des confettis partout. Ils jetaient des papelitos, papier toilette de partout. Enfin bon, c'était assez exceptionnel. Bon, c'était la Coupe du Monde. Ils jouaient chez eux. Oui. Ils devaient la gagner parce que bon, le régime faisait que. Mais justement, la Coupe du Monde en Argentine a permis de faire évoluer les choses dans le bon sens au niveau politique. Sur le plan politique. Pierre Ferracci, c'est vrai que quand on se souvient de l'ambiance qu'il y avait en Argentine pour la Coupe du Monde, avec les rouleaux de papier toilette qui tombaient, les papelitos, c'est vraiment des pays qui vivent au rythme du football. Et là, le pays va s'arrêter de vivre. S'ils perdent contre nous, et je le souhaite, ce sera vraiment la catastrophe nationale là-bas, plus qu'ici si ça se passait pas bien, non? Comme au Brésil. Mais n'oublions pas qu'ils ont 2 Coupes du Monde, comme nous, donc ils cherchent la 3e là. Oui. Et les 2 Coupes du Monde, il y a celle avec Maradona en 86, et puis celle de 78 avec Kempes, avec le régime des militaires aussi. Effectivement, il y avait une dimension politique un peu particulière, mais l'engouement il est extraordinaire, et ils vont être très malheureux s'ils perdent dimanche. La clé du match pour vous, c'est quoi? Ça va être, comme souvent les finales, le petit coup de pouce des dieux du football qui font qu'une barre est rentrante ou sortante. De ce côté-là, on a un peu plus de chance que les autres en ce moment, il faut bien le dire. Bon, ça n'enlève rien aux qualités de Didier Deschamps et de l'équipe, mais quand on regarde l'Angleterre et le Maroc, on a un peu de chance. Mbappé amène les 2 buts, mais c'est chaque fois des balles déviées, et tant mieux d'ailleurs, et ça rentre. Donc il faut que cette chance nous accompagne encore dimanche. Dominique Battenel, le gros animal qui fait miaou à Dédé, pour rester poli, c'est notre meilleur atout. Notre meilleur, je pense pas, mais je pense que ça fait partie du jeu. Oui, la chance fait partie du jeu, mais comme toujours, quand c'est un match un peu serré, je pense que ça va être un match serré, ça va être toujours une action peut-être individuelle, soit d'Mbappé, soit de Dembélé, soit de Messi, soit d'Alcaraz. Voilà, Alvarez. Bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match de football. L'important, c'est que les Bleus soient prêts au jour J, c'est-à-dire dimanche, contre une Argentine qui va être très compliquée à jouer. Mais je pense qu'on a vraiment les moyens de passer. En tout cas, ça n'aura rien à voir avec le France-Argentine 4-3 d'il y a 4 ans. Je pense pas. Non, alors si on a un match de la même qualité qui avait été le plus beau, c'est que c'est la finale. Oui, c'est une finale à 4-3 et on prend surtout 4-3 pour la France. Enfin, s'il y a 1-0, on prend aussi. Même un but contre son camp, 88e minute. Patrick Coquelin, pour vous, ça va être quoi la clé du match? Un coup de dé, comme souvent quand c'est des matchs à 50-50? Mais c'est ce que dit Dominique, dans le foot, c'est ça, ouais. Le petit coup de pouce des dieux du football. Exactement. Ouais. Pareil, Pierre? Messi, pour moi. Si Messi a les éclairs de génie qu'il a, ça va être très compliqué pour nous. Il faudra l'étouffer comme on l'avait fait il y a 4 ans? Oui, bien sûr, mais comme il faudra étouffer Mbappé, pour les comme entre nous a réussi à bien le faire l'Angleterre. Ah oui. Donc moi je pense que les individualités vont faire la différence, et ça peut être Mbappé, ça peut être Messi. Et puis la chance jouera un rôle comme toujours, et il faut espérer qu'elle continue à nous accompagner. Bon, écoutez, il nous reste 1 minute, je vais tous vous poser la question. Le pronostic, Dominique Battenet? Je suis très mauvais en pronostic. Patrick Coquelin? 2-1. Pour la France? Bien sûr. On croise les doigts. Pierre Ferracci? 2-1.
Pour qui? Allez, je vais dire pour la France, parce qu'il faut être positif. Il faut être positif, bien sûr. Philippe Bilger? 1-1 et la France gagne au pénalty. Là, ce serait beau. Non, je préfère éviter. Pour les problèmes cardiaques, Moi, j'aime beaucoup il les faut mieux pénaltys. éviter. Eh bien, écoutez, moi, je vais mettre aussi un petit 2-1 avec but de Mbappé et de Giroud. Je sais pas pourquoi. Je vois bien Giroud mettre le but vainqueur. Merci beaucoup à tous. Merci Pierre Ferracci, Philippe Bilger. Merci Patrick Coquelin. Merci, on remercie Bernard Genghini qui était avec nous, Cécile de Ménibul, bien sûr. Merci Dominique Battin. Je peux vous passer un message personnel. Allez-y. Si la France est en finale de la Coupe du Monde pour la 4e fois depuis 1998, c'est grâce à vous et vos coéquipiers de Saint-Etienne, de la légende des Verts, parce que sans vous et sans vos coéquipiers, ça n'aurait jamais été possible. Alors, permettez-moi de vous le dire avec des trémolos dans la voix, merci. Tout de suite, la Pro D2, le rugby sur Sud Radio. C'était la dernière des vraies voix du mondial. On a été très heureux d'être avec vous. Oui, un mot, Patrick Coquelin. Le disque est disponible sur www.lalégendedesverts.fr. Eh bien, écoutez, www.lalégendedesverts.fr et tout de suite, on va parler gestion de patrimoine, Stéphane Moller, conseil de famille et après la Pro D2.